Donc voilà, donc on a eu cette discussion, puis on a eu la deuxième discussion, c'était la discussion du bilan OCA. Et on s'est aperçu qu'on n'était pas trop d'accord. Voilà. Donc on a décidé d'ouvrir une discussion entre nous. Et bien évidemment, tout de suite, comme on avait lu évidemment ces articles, en particulier deux, un qui s'appelait La passion du même, hein, Sylvain Sondon, et l'autre dont j'ai oublié l'intitulé, mais qui était sur la faute de sujet, on s'est dit, bah tiens, donnons la parole aux camarades, demandons aux camarades de Nicolas de nous faire une présentation, d'autant plus que on te connaissait pour certains, pour avoir lu quelques-uns de tes écrits, pas dans le détail, hein, je te rassure, mais quand même. Donc du coup, tu les as ramenés, tu as tout à fait raison. Et puis, tu nous avais déjà accordé une interview militant sur la question d'ailleurs du fascisme. On va interviewer Denis. Donc, ceci dit, entre nous, là, le débat, il est ouvert, c'est qu'il n'a pas vraiment eu lieu, mais on sait qu'a priori, tout le monde n'est pas d'accord. Je te laisse la parole. Merci. Donc, effectivement, je vais revenir sur la question du mariage pour tous, en traitant quelques-unes de ses implications. Prise en elle-même, cette question du mariage pour tous pouvait sembler quand même assez secondaire. C'était peut-être qu'un gadget pour un gouvernement de gauche, je mets des guillemets, permettant de réaffirmer à bon compte son identité au moment où sa politique, sur toutes les questions sérieuses, ne faisait que reprendre dans les aggravants les orientations du gouvernement précédent. On peut cependant adopter un autre point de vue en considérant qu'il s'agit là d'un révélateur d'évolutions sociales et politiques profondes autour desquelles les vieux clivages droite-gauche, progrès contre réaction ne fonctionnent plus. On sait d'ailleurs que, manœuvres politiques mises à part, un nombre conséquent de responsables de droite étaient favorables au mariage pour tous, et pas seulement Madame Bachelot, qui avait vendu la mèche en déclarant qu'on ne pouvait prendre la mairie de Paris qu'en étant gay-friendly, et qu'inversement, des personnalités de gauche étaient pour le moins réticentes à ce fameux mariage pour tous. Il suffit de citer Lionel Jospin et son épouse Sylviane Agacinski. Sylviane Agacinski, d'ailleurs, s'était engagée sur cette affaire et elle s'est fait vertement rabrouer. J'ai retrouvé notamment une tribune publiée par le groupe Perdriel, c'est sur leur site qui s'appelle Le Plus, avec le Nouvel Obs et rue 89. Dans cette tribune, Sylviane Agacinski est qualifiée de philosophe entre guillemets, c'est-à-dire sa qualité même de philosophe lui est déniée parce qu'elle a osé remettre en cause les dogmes. Donc la police de la bonne pensée veille. Alors, ce que je voudrais montrer, c'est que cette question du mariage pour tous n'est pas une affaire droite-gauche, pour autant que ce clivage a encore un sens, et que les partisans fanatiques du mariage homosexuel sont souvent les défenseurs ardents des évolutions d'un capitalisme absolu, l'expression n'est pas de moi, et que si le clivage social il y a, il n'est pas du tout là où les têtes vides d'une certaine gauche et extrême gauche sont voulues placer. Alors je vais commencer par parler de la question de l'homosexualité en montrant que la question de l'homosexualité n'est pas celle du mariage. Alors pour dissiper les équivoques et prévenir à l'avance les coups bas qui ne manqueront pas d'être portés par les belles âmes de la lutte contre toutes les discriminations, je vais d'abord dire la chose suivante, c'est que l'homosexualité n'est évidemment pas contre nature. Et c'est même naturellement que les individus humains peuvent prendre pour objet libidinal, pour parler comme Freud, aussi bien une personne du sexe opposé qu'une personne du même sexe. Et contrairement d'ailleurs à ceux qui veulent figer les uns et les autres dans des catégories bien établies, personne n'est, je regrette le verbe être, n'est homosexuel ou hétérosexuel. Tous les humains sont les deux à la fois dans des proportions variables, suivant les circonstances ou les époques de leur vie. Quiconque a ouvert Freud une seule fois le sait, que la répression et même la simple discrimination à l'encontre des homosexuels soit ignoble, cela va de soi, et ce d'ailleurs pour une raison de fond qu'il faut rappeler, c'est que la vie intime n'a pas à tomber sous le coup de la loi, et que tout ce qui se fait entre adultes consentants ne regarde que donc pas de discrimination. C'est d'ailleurs un principe fondamental qui date de 1789. Il a été affirmé par la Révolution française, qui a supprimé du code pénal le délit de pédérastie, par exemple. Il n'existe plus que l'abus d'autorité sur une personne faible, l'abus d'autorité sur une personne dépendante. De la même façon, d'ailleurs, qu'elle a supprimé le délit d'inceste. L'inceste n'existe pas dans le droit français.
Hein, ce qui existe, encore une fois, c'est l'abus d'un père sur sa fille, d'un instituteur sur ses élèves, qui sont d'ailleurs mis sur le même plan. Par contre, la loi ne va pas s'immiscer dans les chambres à coucher, et si, je sais pas, un frère et une sœur prennent du plaisir ensemble, ça ne regarde pas la loi. Il n'y a pas de texte légal. Et il y a d'ailleurs toute une série de bonnes personnes qui aujourd'hui veulent faire rentrer ça dans le code pénal. C'est seulement au lendemain de la Première Guerre mondiale qu'on a adopté des lois contre l'homosexualité en France. Et pour une raison bien simple, c'est parce qu'on rendait l'homosexualité, dont la France était le paradis, responsable de la dénatalité. C'est la Chambre de l'Horizon qui a voté ça, comme elle a voté la criminalisation de l'avortement, etc. C'est à ce moment-là que tout ça s'est fait. Et ça s'est fait dans un pays qui avait tout de même été, je le rappelle, la terre d'accueil d'Oscar Wilde. Oscar Wilde qui avait été jeté en prison par le gouvernement de Sa Majesté britannique qui, elle, considérait que l'homosexualité était un crime. Bon. Alors toutes ces lois, d'ailleurs, ont été abrogées dans le premier septennat de François Mitterrand, dans les années 80. Donc, je crois qu'il est clair que toutes les discriminations à l'encontre de l'homosexualité doivent être combattues énergiquement. En passant, je note qu'on pourrait peut-être combattre avec la même énergie les discriminations liées à la couleur de peau, à l'origine, etc. Je remarque que les gens qui sont beaucoup mobilisés pour le mariage pour tous sont moins mobilisés pour les discriminations qui touchent les gens simplement à cause de leur couleur de peau. Ma belle-fille est africaine, donc je sais à peu près de quoi je parle dans ce domaine. Alors, on doit également considérer que le premier contrat d'union civile qu'est le Pax a été plutôt une bonne chose, puisqu'il a permis aux couples homosexuels de mener une vie commune aux yeux de la loi. Ça règle un tas de questions, de papier, tout simplement, d'assurance. Ouais. Alors, le Pax, on sait, règle pas tous les problèmes, et depuis quelques années, il y a eu pas mal de propositions qui visaient à l'améliorer, et sans aucun doute, une réforme du Pax n'aurait rencontré aucune résistance dans la population. On aurait vu Mme Boutin recommencer son numéro, puis c'est tout. Le problème, c'est que la question du mariage pour tous est très différente, puisqu'il ne s'agit pas d'une simple extension du Pax, de ce qui a été acté par le Pax. Il ne s'agit plus seulement de savoir si les individus ont le droit de mener la vie sexuelle, amoureuse et amicale qui leur plaît. Il s'agit de quelque chose qui touche au fondement anthropologique de nos sociétés, puisque le mariage n'est pas une question d'amour, en tout cas pas seulement, et de relations sexuelles. Son objet légal n'est rien d'autre que la reproduction de la société, ou, pour parler comme Pierre Legendre, l'institution de la vie. Et donc, à mon sens, ce qui constitue le nœud de cette affaire, c'est la question de la filiation. Et non pas la question de savoir si les homosexuels ont le droit de vivre ensemble, ce qui ne pose, à mon avis, aucun problème à quiconque dans ce pays. Et c'est la question de la filiation qui a cristallisé les oppositions, parce qu'elle implique un bouleversement de tous les principes de la filiation. Puisque le mariage homosexuel tel qu'il a été adopté se double en effet de l'ouverture de l'adoption plénière, j'y reviendrai, aux couples homosexuels légaux, avec en perspective, même si le gouvernement a mis l'affaire sous le boisseau pour l'instant, il s'agissait de légaliser la PMA, donc la procréation médicalement assistée pour les couples lesbiennes, PMA qui d'ailleurs est légale pour les couples, je veux dire hétérosexuels, c'est tellement mauvais d'employer ce vocabulaire qui est également extrêmement douteux. Donc légalisation de la PMA et de la gestation pour autrui, la GPA, en termes français plus communs, les mères porteuses, pratiques qui sont souvent autorisées hors de France, par exemple Belgique, Pays-Bas, Irlande, oui, la GPA est autorisée en Irlande, en Roumanie, en Slovaquie, au Royaume-Uni, en Pologne. Vous remarquerez d'ailleurs que dans les pays qui autorisent la GPA, il y a des pays connus pour leur avancée d'esprit en matière de liberté religieuse, que la Pologne et l'Irlande. Bon. Au nom de la natalité. Oui, bien sûr, au nom de la natalité, oui, tout à fait. Bon. Alors en fait, elle est vraiment légale, la GPA, qu'aux Pays-Bas et en Roumanie. Ailleurs, elle est simplement tolérée. Elle n'est pas poursuivie, quand elle se fait, ça se fait, mais il n'y a pas de procédure légale. Alors, cette PMA, c'est une très vieille affaire, en réalité, puisqu'elle se pratique depuis la naissance du premier bébé éprouvette, fameuse Amandine, à la fin des années 70. Et sous ce terme, on regroupe des pratiques d'ailleurs très différentes, qui vont de la fécondation in vitro et transfert d'embryons, jusqu'à la simple insémination artificielle. Alors, ces pratiques sont partout légales,
lorsqu'il s'agit d'un couple composé d'une femme et d'un homme, c'est parfaitement légal en France par exemple, et qu'il s'agit, il faut qu'il y ait un deuxième motif, il y a une condition, c'est que ce soit un homme et une femme, et il y a un motif qui doit être une infertilité reconnue. Alors, je vais commencer par la gestation pour autrui, la GPA. Alors, la pratique des mères porteuses, telle que la défendent par exemple Madame Badinter ou le philosophe spécialiste de la morale minimale Rouwen Eugien, suppose qu'un couple ait passé un contrat avec une femme qui accepte de porter un enfant qui sera, à sa naissance, abandonné au couple commanditaire. C'est ça la GPA. Et l'enfant sera dès lors réputé l'enfant de ce couple. Alors on voit immédiatement de quoi il s'agit. Il s'agit de la transformation de la procréation en une activité salariée comme les autres. Ce que Pierre Berger, une des vedettes de la gauche caviar, n'avait pas manqué de souligner, je cite, « Un ouvrier loue bien ses bras, pourquoi ne pourra-t-on pas louer son utérus ?» Voilà. Ça signe aussi la nature de classe, tout ça. Il est normal que les ouvriers louent leurs bras, il est donc normal que les femmes louent leur utérus. Ce faisant, Pierre Berger confortait sans le savoir Marx, qui dénonçait dans le mode de production capitaliste la prostitution généralisée de l'humanité. Ce n'est pas un hasard du reste si la Roumanie, un des pays les plus pauvres de l'Union européenne, tolère la GPA. On aurait également beaucoup de mal à expliquer pourquoi les socialistes qui prônent l'éradication de la prostitution veulent légaliser la GPA. Quelque chose que je ne comprends pas très bien. Si une femme peut disposer de son corps librement pour porter l'enfant d'un couple, pourquoi ne pourrait-elle pas disposer de son corps pour procurer ses services à la personne devant des péripatéticiennes? Alors, certes, les Pays-Bas sont pour la Roumanie, et peut-être les motivations pour la GPA sont un peu différentes. Il reste que c'est des pays dans lesquels la misère est bien présente, et personne ne peut croire une minute que les femmes qui s'exposent dans les vitrines des quartiers chauds d'Amsterdam le font par vocation, et par suite d'un choix délibéré. Bref, la GPA, ça s'appelle location de ventre. Et c'est une nouvelle extension de la colonisation des humains par le mode de production capitaliste. La gestation devient une activité salariée. Qu'est-ce que c'est qu'un prolétaire à Rome? C'est celui qui pourvit n'a que sa progéniture. Une activité salariée qui rentre dans le cycle de circulation des marchandises et de l'argent. Et dans la GPA, la réification de l'individu est complète. La productrice, celle qui va porter l'enfant, est un simple moyen. En attendant l'utérus artificiel, je dirai quelques mots si j'ai le temps à la fin. Et l'enfant à naître est un produit. Alors les belles âmes de gauche, Madame Badinter et Tutti Quanti protestent. Non, nous dit-elle, il ne s'agit pas de marchandiser le corps, il s'agit d'encadrer la GPA et en faire une authentique pratique altruiste. C'est une tribune de Badinter et compagnie dans Le Monde de décembre 2010. C'est évidemment une plaisanterie sinistre. Tout le monde sait que les dames riches ayant déjà un enfant, puisque c'est partie des conditions qu'ils donnaient, iront bénévolement subir tous les ennuis de la grossesse pour faire le bonheur d'un couple sans enfant. Et qu'inversement, tous les pauvres refuseront les soins de table que la pratique authentiquement altruiste, je cite encore, de la GPA leur permettrait d'obtenir. De quelque manière qu'on prenne le problème, la GPA est une forme odieuse d'exploitation que le désir d'enfant, je mets encore des guillemets là-dedans, que le désir d'enfant ne saurait justifier. Pour justifier la légalisation de la GPA, on avance le fait que sa légalisation hors de nos frontières rend son interdiction impossible à mettre en œuvre chez nous. Alors ça, c'est un des sophismes classiques de l'idéologie dominante, puisque ça se fait ailleurs, on ne peut pas l'empêcher chez nous car il n'y a plus de frontières. Ce qui montre d'ailleurs que peut-être c'est bien qu'il y ait des frontières. Parce qu'on pourrait appliquer le même raisonnement au salaire des ouvriers. Après tout, qu'est-ce que vous allez défendre les salaires des ouvriers français alors que hors de nos frontières, même pas seulement en Chine, en Roumanie, en Slovaquie, etc., les salaires sont infiniment plus bas. Et par conséquent, après tout, avec ce raisonnement, on pourrait très bien justifier que le meilleur moyen de sauver l'emploi, c'est de réduire les ouvriers français au salaire de l'ouvrier chinois. C'est le même raisonnement. Bon, alors, je suis bien conscient que l'interdit ne suffit pas à empêcher la pratique. Mais ça aussi, c'est pas un bon argument. Ça n'est pas parce que quelque chose se fait que ça ne doit pas être interdit. Depuis le
sait qu'on ne doit pas tuer, ça n'a jamais été la main des meurtriers. L'interdit pose une règle, et une règle à laquelle chacun sait devoir se conformer, même s'il lui arrive de l'enfreindre. Voilà. Voilà, en ce qui concerne la GPA, je pense que les choses sont simples. Pour moi, ça me semble quand on se place dans la tradition de Marx, je pense que ça ne fait pas l'ombre d'une discussion. Alors, pour la PMA, les choses sont un peu différentes. La position à laquelle la majorité des socialistes français, tant est-il qu'on puisse avoir des certitudes dans ce domaine, qu'est-ce que c'est que la majorité du PS, on ne sait pas trop bien. Mais enfin, en tous les cas, ils étaient arrivés à l'idée qu'on pourrait résumer ça par non à la GPA, oui à la PMA. Alors, il est vrai que la PMA pose beaucoup moins de problèmes. Puisque la mère de l'enfant à naître n'a nulle intention de le vendre le jour de sa naissance. Donc on n'est pas rentré dans le cycle du commerce. La PMA est admise pour les couples hétérosexuels, elle ne l'est pas pour les couples homosexuels. Donc on y trouve une injustice. Alors, je vais montrer qu'il n'y a pas d'injustice. La PMA telle qu'elle se pratique en France, elle obéit à un adage qu'on trouve dans la physique d'Aristote, qui dit l'art, dans certains cas, parachève ce que la nature n'a pas la puissance d'accomplir, dans d'autres cas, il imite la nature. Autrement dit, il y a un cadre qui est fixé, c'est qu'on doit imiter la nature. Bon, on peut en discuter, hein. En tous les cas, c'est quelque chose qui donne la philosophie de la chose. En autorisant la PMA pour les couples de lesbiennes, c'est-à-dire par l'utilisation de l'insémination artificielle, on proclamerait donc qu'il ne faut pas un homme et une femme pour faire des enfants, mais que deux femmes peuvent être mères d'un enfant, à toutes les deux, ou mère-père, on ne sait plus bien. Voilà. Et donc, ces deux femmes auraient la puissance suffisante pour enfanter, elles auraient la puissance sans pouvoir la rendre concrètement effective, et c'est là que la PMA viendrait rendre effective cette puissance. Alors, cette dénégation juridique que nous proposent pas mal de gens aujourd'hui de la fonction paternelle, et de la division sexuelle de l'humanité, si elle ne conduit pas à la même aliénation que les mères porteuses, est au fond tout aussi dangereuse. Alors, pour soutenir les partisans de la PMA, j'ai eu l'occasion de lire et même d'entendre quelqu'un que j'ai bien connu dans le passé, qui s'appelle Gérard Filoche, dirigeant estimable du Parti Socialiste, connu pour ses combats pour la défense du droit du travail, et qui a narré sa propre histoire, en appui aux revendications de la PMA. Alors, cette histoire est la suivante, Gérard Filoche avait un couple d'amies lesbiennes et il s'était voué à embrosser l'une d'elles. Puis il raconte l'histoire. On s'aperçoit que sa fille, qu'il a eue de cette femme, connaît très bien son père. Il appelle sa fille. Oui, il l'appelle sa fille, il dit c'est ma fille. Il dit pas c'est la fille de ses deux amis, il dit c'est ma fille. Et sa fille revoit régulièrement son père, et elle connaît très bien ses demi-frères et ses demi-sœurs, Germain, Léa, tout ça. Bon, enfin, ceux qui connaissent la famille Filoche connaissent tout le monde. Enfin, moi j'ai passé un an à... Ouais. Moi j'ai mangé très longtemps avec Filoche, un jour par semaine. Bon. Donc, voilà, cette pratique altruiste authentique, celle de Filoche, eh bien, elle ne vient pas du tout au secours des partisans de la PMA. Parce que Gérard Filoche a joué les bons samaritains, apparemment, d'après le récit que nous en fait, tout ça se termine bien, l'histoire est belle, mais Gérard Filoche a torpillé l'argumentation des pro-PMA. D'abord parce que la conception n'a pas été assistée médicalement. Gérard Filoche n'a pas lui à utiliser la bonne vieille méthode naturelle éprouvée depuis les origines de l'humanité, même un peu avant. Voilà. Et ensuite parce que le résultat n'est pas la constitution d'une famille mère, femme, enfant, mais d'une famille atypique, avec Filoche et ses enfants nés de diverses mères, dont l'une par ailleurs partage la vie d'une autre. Alors, bon, voilà, on peut porter tous les jugements qu'on veut là-dessus, mais ça, on s'en fiche, c'est les affaires de Gérard Filoche, si ça se passe bien, tant mieux pour eux. Mais ça n'est pas du tout ce qui est revendiqué par la PMA. Hein? Bon, alors on pourrait dire aussi que Filoche a joué le rôle de mal dominant, mais pas... Voilà. Or, les partisans de la PMA ne veulent pas de ça. Ils ne demandent surtout pas que les enfants d'un couple de lesbiennes puissent connaître leur père biologique. Au demeurant, l'anonymat est garanti aux donneurs de sperme dans les banques du sperme, pour un tas de raisons qui sont faciles à comprendre également. Bon, et encore moins, ils iraient à connaître leurs demi-frères, leurs demi-sœurs.
Donc le modèle Philoche est l'exact opposé de la PMA. Il est dommage que Gérard Philoche, plus perspicace d'ordinaire, ne se soit pas rendu compte. Bon, il apparaît en outre assez clairement qu'on ne pourra pas dissocier la GPA et la PMA. Condamner la GPA et accepter la PMA, ça ne marchera pas, puisque les couples gays vont se sentir victimes d'une discrimination injuste. L'argument par lequel on est prêt dans la gauche française à accepter la PMA et pas la GPA est un argument implicite que personne n'ose avouer, qui est de dire les femmes et les hommes, c'est pas la même chose. En effet, c'est pas la même chose. Une femme peut avoir un enfant avec une injection de gamètes ou un amant de passage, mais un homme ne pourra jamais avoir d'autre enfant que celui dont une femme lui aura fait le cadeau. Et c'est précisément cette réalité essentielle, irréductible, sur laquelle butent toutes les constructions savantes de ceux qui disent que la filiation n'est qu'une affaire de volonté et que les rapports entre les sexes sont de pure construction sociale modifiable à volonté. Et si on reconnaît cette réalité, alors va s'effondrer toute l'argumentation selon laquelle le mariage pour tous avait pour but de supprimer une intolérable discrimination. Car si les hommes et les femmes ce n'est pas la même chose, s'il y a une dissymétrie radicale entre celle qui peut porter un enfant et celui qui au mieux peut éjaculer son sperme, alors le mariage entre un homme et une femme, et le mariage entre deux hommes ou deux femmes ne seront jamais la même chose. Et s'en sera fini avec l'idée de mariage pour tous. Le mariage pour tous se heurte au réel, tout simplement. Alors, je vais prendre le dernier aspect de cette affaire, qui est l'adoption homoparentale et l'idée que la filiation repose sur un acte de la volonté. Donc, si la cause des défenseurs du mariage pour tous est déjà sérieusement ébranlée par ce que je viens de dire sur la GPA et le PMA, ben, ils se rabattent sur une version plus restreinte que celle dont avaient rêvé, par exemple, les LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans. Tiens, une question au passage, qu'est-ce que c'est qu'un mariage